Au niveau du pont 8 novembre, vous voyez, et j'ai fait ma mission que Dieu m'a confiée, quoi. Bon, c'est pas moi qui a piloté le coup, mais c'est moi qui a mis main sur le président, sur l'ex-président Alpha Condé, puisque quand j'ai attendu, moi j'étais au palais du peuple, c'était notre base là, j'étais en position de relève, et du coup le 5 septembre, j'ai attendu au niveau du pont 8 novembre. Donc j'étais obligé d'alerter mes éléments. Et j'ai alerté mes éléments. Du coup, il y a eu des moments aussi j'ai répondu au tir. C'est ainsi que j'ai reçu un appel dans l'hôtellerie de mon chef, soi-disant de prendre le blindé. On avait un véhicule blindé que j'ai pris. Il m'a dit de prendre le devant et j'ai pris le devant. J'ai piloté le blindé jusqu'à ce que j'ai cassé toutes les portes du palais Sékou-Touré. On est rentré au palais Sékou-Touré. Il y avait tellement de tirs que moi je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne faisais que casser les portes pour donner l'espace et la rentrée à mes camarades pour rentrer dans la cour. Et après avoir fini de casser la porte, je me suis dirigé avec mon équipe de 5 éléments. Et on a essayé de joindre le palais. On est monté à l'escalier jusqu'à ce qu'on a mis main sur le président. On l'a traité avec bonté. Moi, je lui ai dit que je suis venu pour l'arrêter parce que les Guinéens souffrent beaucoup et les choses sont dures en Guinée. C'est pas pour lui faire du mal, on l'a traité comme en bonté. On l'a envoyé là où on devait l'envoyer. Et je lui ai toujours rendu compte à mon chef hiérarchique et j'ai suivi les instructions de mon chef. C'est pourquoi nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Bon, quand nous sommes rentrés, moi personnellement, je ne l'ai pas vu dans la chambre. Il n'était pas sous le lit, parce que le lit était vide. Même en bas du lit, on a vérifié, il n'était pas là. C'est après avoir fait certains fouillages que je l'ai trouvé dans le bureau. Il était dans son bureau? Il était dans le bureau, mais il n'était pas visible après avoir cassé la porte de son bureau. On a vérifié et on a trouvé qu'il était un peu cassé. Beaucoup de précision, hein, ces événements du 5 septembre. Mais ce qu'on peut noter dans son intervention, c'est la brutalité qui a caractérisé justement ce coup de force. Et rappelons quand même que c'est la première fois dans l'histoire politique du pays qu'un président en exercice est déposé. Les deux coups d'État précédents ont eu lieu après des présidents Sékou-Touré et Lansana Conté. Donc en fait, un soldat qui parle de son rôle le jour du coup d'État. Et ce qui m'a surtout frappé dans cette intervention, c'est justement sa réaction par rapport aux rumeurs. Ces rumeurs assez fantasmagoriques qui ont alimenté la toile. Et il serait fou. Et c'est lui-même, je pense que dans une certaine mesure. Il y a eu l'information aussi parce que ça se disait que c'était Alia qui avait pris. Oui, effectivement. Voilà. Il y a des informations. Je ne sais pas si il faut le croire sur parole. Ceux qui pensent qu'il aurait lui-même personnellement alpagué le président, alors que d'autres pensent que c'est le commandant Alia. C'est quand même le commandant Alia qui, je vous rappelle, conduisait les opérations. Oui. C'était lui le chef de Lama. C'est le chef de Lama. Oui, il était le chef de Lama. Lama relevait directement de Ali. Lama relevait directement de lui, puisqu'à l'époque, c'était lui le chef des opérations des forces spéciales. Donc, qui croit? Mais il y a quand même un détail assez important. Ce monsieur a quand même participé d'une certaine manière à alimenter ces histoires assez ubuesques, à dire que d'abord sa présentation, c'est une présentation qui interroge. Apparaître comme ça, bardé d'amulettes pour donner l'illusion. Mais non, c'est pas. Attendez, c'est pas de la décoration. Hein, mais les militaires, est-ce que tu sais qu'ils sont vraiment dans cette histoire de maraboutage? Je ne savais pas que tu pratiquais de la superstition. Ah mais non, pas du tout. Non mais si. C'est une réalité. Je suis désolé. C'est une réalité. Voilà. Ok. J'en conviens. Il a grandi à Conakry. J'en conviens. Mais ce que je trouve
je trouve, 5 ans chez les Blancs, croyez-moi, vous perdez une petite part de votre africanité. Croyez-moi, je me suis retropicalisé. Donc je n'ai pas de problème à je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Donc ce que je trouve dommageable, c'est cette présentation-là qui peut donner matière à des interprétations farfelues. Et c'est ce qui s'est passé. Ce monsieur a donné lieu à beaucoup de légendes, d'histoires totalement incroyables sur lui. Je pense que sa présentation a alimenté d'une certaine manière sa légende le jour des événements du 5 septembre, mais aussi une forme de narcissisme qui ne dit pas son nom. Allez-y, mon cher. Je pense que c'est une lecture à la légère qu'est en train de faire mon ami Djibril de ce qui est le mysticisme et le pouvoir. Les pouvoirs en Afrique, évidemment, vont avec le mysticisme. Et donc, ce n'est pas propre à la Guinée. Vous vous souvenez de cette guerre en Côte d'Ivoire? Non, permets-moi, je t'ai écouté. Non, laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Non, je précise ça, je ne nie pas l'existence. Non, tu entraînes de ces pouvoirs surnaturels. Mais je suis en train de donner une lecture par rapport à une présentation que je trouve tout à fait peu ordinaire, peu ordinaire. Djibril, laisse-moi t'aider. Non, mais attends, je veux en venir. Ce n'est pas une présentation ubuesque, comme tu es en train de dire. C'est de la réalité. C'est de la réalité au sein de l'armée, des corps armés en Afrique. Vous vous souvenez, si vous avez bien regardé les différents films ou les différentes vidéos qui ont circulé sur IA pour commencer là, vous vous rendrez compte que le mysticisme a un véritable rôle à jouer au sein de la Grande Muette. Vous vous souvenez de la guerre avec le général Ouattao et tout ça, les rebelles et tout ça, lorsqu'ils sont sur le terrain bardés de gris-gris et je ne sais quoi, et qu'ils présentent comme étant des objets de protection ou des objets parfois qu'on présente comme des objets sujets à faire disparaître lorsque vous êtes en milieu ennemi. Ce sont des légendes. Je veux vous dire une chose, c'est que ce jour-là, le 5 septembre, au chapiteau, si vous y étiez là, c'était pas Michel Lamain seul qui portait des amulettes ou qui avait cette espèce de je ne sais quoi à la bouche. Ils étaient deux. Et ces deux, je me souviens encore une fois des images très frappantes, ces deux étaient presque les deux qui étaient à côté permets-moi, qui étaient à côté du colonel. Donc il y a une espèce de protection mystique qui est ancré dans la tête des corps armés, non seulement lorsque vous allez effectuer vous allez attaquer le palais du peuple, le palais présidentiel, vous allez attaquer un président qu'on présente comme un président qui verse ou qui a versé ou qui est ancré dans le mysticisme ou dans le traditionnalisme, parce qu'on se souvient très bien qu'Alpha Condé était presque présenté comme comme un homme très mystique, avec beaucoup de mystères autour de lui, et qu'on se disait que les palais présidentiels sont des palais sujets à beaucoup de réflexions. Ce que vous pouvez trouver en bas des lits des présidents, ce que vous pouvez trouver dans le sous-sol des palais présidentiels, Amine, je vous dis que c'est pas facile. Et lorsque vous y entrez, non seulement vous vous préparez comme militaire, c'est-à-dire avec les armes, vous préparez toutes vos stratégies, mais vous n'oubliez pas le côté un peu mystère, le côté un peu mystique, le côté un peu africain de la chose, où on vous dit que si vous n'avez pas des amulettes qui vous permettent de disparaître, entre guillemets, est-ce qu'ils disparaissent vraiment? Si vous n'êtes pas assez préparé, vous n'allez pas aller le voir, le président. Vous avez vu comme il explique? Il n'est pas allé dans le détail. Il dit qu'ils sont allés dans le bureau, mais il n'était pas visible. Il n'était pas visible, entre guillemets. Qu'est-ce que ça voulait dire? Sauf qu'il est revenu après en disant... C'est dans le noir. Mais si. Comment? Mais si, c'est dans le noir. Attendez. J'ai vu cette vidéo quand même. Tu veux raconter? Attendez, ce que tu veux raconter sur l'homme noir? Ce que je veux dire, je ne suis pas en train de dire, ne me laisse pas parler, s'il te plaît. Je ne suis pas en train de dire que de facto le président Alpha Condé disparaîtrait. Disparaîtrait dans beaucoup de circonstances, c'est pas vrai. Mais sauf qu'il était caché. Mais le côté mystique, le côté mystérieux qu'on présente les palais du peuple, les palais présidentiels africains, font que lorsque vous y allez pour mener une attaque, vous devez vous préparer en conséquence. Et donc, comme pour dire que ce n'est pas une tradition purement guinéenne, l'armée, les militaires, c'est toujours le côté mystique. Ça va avec. Bien. Les amulettes et autres.
C'est leur dada, hein. Ouais, mais comme toi d'ailleurs aussi, mon cher. Non, mais moi, comment ça? Quand même. C'est des bagues. Non, c'est des bagues. Ben oui, c'est ça, ouais. C'est des anti-balles. Allez-y. Il peut disparaître aussi, Roby. Allez-y, Tamba. Sans l'once d'un doute. Abracadabra. Lui aussi, il est dedans. Si je le fais dans ce studio, je peux l'affirmer. Ce sera la fin des GG, hein. Voilà. Donc, sans l'once d'un doute, disais-je, lui-même aussi, il est dedans. Mais pour revenir au... Non, toi, tu disparais pas. Toi, tu fais autre chose. Alors, non, Monsieur le master me fait pas parler. Pour être... Ah bah oui, vas-y, quand même. Pour être plus sérieux, on conçoit tous donc désormais pourquoi jusque-là Sékou Touré est fermé. Parce que c'est quand même un blindé, à partir de ces dires, qui vient enfoncer comme ça une bâtisse. Vous imaginez bien que il y a un sacré bordel, pour parler comme l'autre, il y a un sacré bordel au palais Sékou Touré. Mais moi, c'est deux choses que je veux quand même souligner. Premièrement, l'intelligence dans la coordination de cette prise de pouvoir. Vous vous rendez bien compte que Michel, il prend la machine en marche. Ouais. D'après ce qu'il dit, on m'a appelé et on m'a dit... C'était pas préparé en fait. C'est très préparé. C'est ce que ça veut dire. On dit à Michel, prends le blindé et va dans telle direction. Pendant que les tirs étaient déjà en cours. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est une belle leçon pour tous ceux qui gèrent des hommes. On sait, c'est des niveaux de transmission d'informations, de diffusion d'informations. Ce que le DG sait, le reporter du BAN ne le sait pas forcément. Donc vous avez vu cette sorte de stratification des niveaux d'information qui s'est opérée. Celui-là même qui dit avoir pris le char et saisi le président de la République, jusqu'au moment où il se met dans le jeu, il ne savait pas quel aurait été plus spécifiquement ni le jour ni l'heure de son action. Et donc, il le dit très clairement. Et pour appuyer cela, il va à plus d'une reprise, je crois que 3 fois, il le dit dans ce bref discours, il dit « J'obéissais à des ordres. C'est à mon supérieur. Mon supérieur m'a dit de faire ça, j'ai pris le char. Tout ça, j'obéissais, je rendais compte à mon supérieur. » Vous rendez bien compte que c'était assez paramétré pour garantir le succès qu'il y avait. Donc, il y a de l'intelligence dans cette démarche. Mais finalement aussi, ça répond à une préoccupation parce qu'il parle de ses relations avec le président Mamadi Doumbouya, parce que il est présenté comme quelqu'un qui n'a pas tiré de laurier de cette prise de pouvoir, quelqu'un qui a été simplement relégué au second plan, qui n'est pas du tout, qui n'a pas été récompensé. Il a sa sœur. Il est donc présenté de cette, permets s'il te plaît, il est donc présenté de cette façon-là. Je pense que lui aussi il profite de ce micro, de cette antenne, pour dire, écoutez, entre le président Doumbouya et moi, même si je ne suis pas naïf non plus, je peux bien savoir que derrière, il peut y avoir un peu de politique, comme on dit, mais il dit, entre le président Doumbouya et moi, tout va bien. Ça coupe court quand même à une vague de spéculation, y compris chez François Soudan, le grand connaisseur des palais présidentiels d'Afrique, y compris chez lui. Le leader du parti Union des Forces démocratiques de Guinée, l'IFDC, a fait des révélations ce samedi 27 août 2022. S'exprimant sur la confiscation de sa maison fin février dernier, Cellou Dalein Diallo révèle avoir usé de tout son poids pour empêcher ses partisans de sortir manifester. Pourquoi? L'ancien Premier ministre indique qu'il ne peut pas mobiliser des citoyens pour défendre une cause personnelle. Même si au fond, a-t-il dit, tout le monde savait que c'est son parti qui était visé. À l'IFDC, nous ne défendons pas des intérêts particuliers. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont décidé de confisquer ma maison, beaucoup de jeunes voulaient venir protester. J'ai dit non. Lorsqu'ils sont allés mettre des croix sur la maison à l'abbaye, les jeunes voulaient sortir manifester. J'ai dit non. Lorsqu'on m'a attribué des infractions que je n'ai jamais commises en disant que j'ai détourné 5 millions de dollars, les gens étaient révoltés, mais j'ai dit qu'on ne manifeste pas. Pourquoi? Parce que je considère que je ne peux pas mobiliser les citoyens, les militants de l'IFDC pour défendre des causes qui sont à première vie personnelle. C'est moi qui ai été attaqué. Vous saviez que ce n'était pas un objectif qui visait particulièrement Cellou. Mais comme c'est mon nom qui était devant, je me suis opposé à toute manifestation parce que qu'on ne se bat pas pour les intérêts particuliers.
a martelé samedi 27 août 2022 le leader de l'IFDZ. Cellou Dalein Diallo annonce qu'il rentrera bientôt en Guinée. Il prévient qu'il est prêt à consentir tous les sacrifices pour que la Guinée soit débarrassée de la dictature et de la haine. Je suis un homme de conviction. Il faut que la Guinée soit débarrassée de la violence, de la haine et de la dictature. À cet égard, croyez-moi qu'on va y arriver. Quels que soient les sacrifices qu'on va faire, nous les consentirons pour que notre pays soit libéré de ces fléaux, a-t-il martelé.